Donc, cette classe d'aujourd'hui, elle est là pour qu'on puisse échanger sur votre préparation à l'examen. Votre examen a lieu la semaine prochaine, pas de stress. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà arrivé au bout, donc les connaissances, vous les avez parcourues. Pas de stress aussi parce qu'il n'y a rien à savoir par cœur. Il y a pas de, on ne va pas vous attendre sur une connaissance spécifique, Euh, mais on va aborder cette session d'une heure sous deux formats. La première partie sous un format plutôt en termes de format d'accessibilité à l'examen, et l'autre plus en termes de connaissances, savoir quelles sont les questions, le type de questions sur lesquelles vous pouvez tomber et qui pourraient du coup euh, vous être demandées et savoir surtout comment y répondre. Donc c'est surtout ça qui va être intéressant pour vous. Sur la partie format, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un devoir sur table, bien entendu virtuel, puisque vous allez accéder à cette classe virtuelle pour accéder à l'examen. Mais c'est un devoir sur table dans le sens où vous allez devoir rédiger des informations, rédiger des réponses euh, par rapport à un cas pratique. Ce cas pratique est un cas qui est exposé au départ de l'examen. On vous expose une situation et le plus important pour vous est de pouvoir vous projeter en tant que chef de projet dans cette situation. Ce qui est le plus délicat, et je vais y revenir plusieurs fois lorsqu'on va aborder le type de question, c'est de pouvoir s'approprier ce contexte et se dire qu'on est le chef de projet de ce contexte-là. S'il s'agit d'un projet de maroquinerie alors que vous êtes plutôt informatique, c'est pas grave. Transformez dans votre esprit que ce sac à main est plutôt un ordinateur et peut-être que vous aurez vos réponses. Voilà un petit peu l'approche un petit peu que vous allez avoir par rapport aux différentes questions. Donc ce ne sera pas évidemment un QCM, mais bien des réponses rédigées. Ce que l'examinateur va attendre de vous principalement, c'est que il doit pouvoir se projeter et se dire que vous êtes le chef ou la chef de projet approprié pour ce projet, puisque vous proposez des solutions qui peuvent être mises en évidence, mis en exécution tout de suite. Donc on n'a pas peur de vous lâcher dans le bain et de vous lancer dans ce projet. Voilà la perspective du cas pratique, mais je vais vous le répéter plusieurs fois durant cette heure. Pour la partie formelle, et notamment technique, alors l'examen est à 10 heures, il me semble, donc de 10 heures à midi. On vous propose de vous connecter une demi-heure avant, surtout pour essayer de troubleshooter, d'identifier s'il y a des problèmes techniques. On veut que vous soyez connecté avec une visio, que vous soyez accessible visuellement, et notamment aussi parce qu'on va certainement vous demander une pièce d'identité de manière à vérifier que c'est bien vous et pas votre frère jumeau ou jumelle, s'ils arrivent à le déceler, mais plutôt vous qui passez l'examen. Mais surtout, c'est l'idée de pouvoir aussi vérifier que personne autour de vous puisse vous souffler des réponses. Donc ça, c'est important. Par rapport au support d'examen, tous les supports sont possibles, tous les supports de formation sont possibles, que ce soit vos notes, donc vos notes que vous avez prises durant ces 4 semaines de formation, que ce soit aussi l'accès à la plateforme, il n'est pas fermé, il est ouvert pour toutes les personnes qui ont suivi la formation, qui sont arrivées au bout, et ce encore 6 mois après, ou encore tout document qui est lié à la gestion de projet. En fait, c'est vrai que c'est autorisé, mais il y a une contrainte de temps qui va vous empêcher certainement d'aller piocher des informations dans du détail. Même si vous avez accès à la plateforme, c'est vrai que la plateforme, même si elle est facile à comprendre, elle n'est pas tout à fait bien identifiée pour aller directement à un sujet qu'on a en tête. Il faut se rappeler dans quelle thématique c'est, etc. Donc, c'est c'est intéressant d'avoir accès à la plateforme, mais c'est pas ce que je recommande. Si vous avez peut-être le document de fin, c'est bien, mais à mon sens, vous devez arriver à l'examen et vous arriverez à l'examen, j'en suis confiant, avec, l'esprit et toutes les idées en tête de comment réagir dans une situation. Et de toute façon, je vous prépare à ça durant cette heure. Joy, j'ai une Oui, question. dis-moi. Ça veut dire qu'on peut utiliser, par exemple, le plan de formation, le plan de communication qu'on a fait avec toi. Bien sûr, On bien peut sûr. reprendre la trame. Tu peux tout à fait reprendre la trame. Je sais pas si elle va te servir, mais tu peux la reprendre. Oui. OK.
Donc un des éléments, que j'ai évoqué, juste avant et qui est peut-être, source de piège, c'est le manque de temps. Par expérience, alors je n'ai jamais participé à un examen, j'ai jamais surveillé un examen, sinon j'aurais été trop tenté de vous donner les réponses. Mais, pour, le manque de temps est crucial. On a l'impression qu'on a le temps de pouvoir, heu, traiter des questions, traiter toutes les questions. Mais ce que je propose pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de se minuter par rapport au nombre de questions qu'on va avoir durant l'examen. Si vous avez, je crois qu'il y a entre 5 et 20 questions en fonction des sujets. Si vous avez, 5 questions, bah, vous divisez ces 2 heures de temps par 6, le temps de se dire que vous avez, un créneau de temps associé à la lecture du contexte, et de peut-être toutes les questions pour savoir à peu près comment placer vos réponses et ensuite, donc diviser le reste de temps par le nombre de questions, qui vous permet de vous dire: «OK, vous avez un minuteur, vous savez qu'au bout de tant de temps, vous devez passer à la question suivante». En fait, l'idée de pouvoir vous laisser un maximum de chance sur chacune des questions. Il y a peut-être des questions sur lesquelles vous allez sécher, d'autres sur lesquelles vous allez être plus à l'aise. Donc, le but est au moins de voir sur lesquelles vous allez être plus à l'aise pour peut-être, finalement revenir sur quelque chose de plus simple et de laisser tomber, je ne le souhaite pas, mais laisser tomber les questions où vous n'avez pas forcément de réponse à apporter. Mais ça m'étonnerait. Donc, bien diviser votre temps par le nombre de questions. Donc si c'est 5 questions, divisez le temps par 6. Si c'est, 18 questions, divisez le temps par 19 ou 20. Ça vous permet de vous dire: «OK, j'ai tant de temps par réponse». Autre, information technique, on est tous, associés à un ordinateur portable de manière générale. C'est important de pouvoir avoir un ordinateur chargé. Ça paraît bête, mais certains apprenants ont raté l'examen, certains par manque de temps parce qu'ils ont associé trop de temps, donc on n'a pas pu répondre à certaines questions, mais d'autres parce qu'à la fin de l'examen ou pas longtemps avant, l'ordinateur, est tombé en rate de batterie. Donc le temps de retrouver, le câble et pour se reconnecter pour poster la réponse, c'était trop tard. Donc important d'être bien connecté, branché, et d'être sûr d'avoir suffisamment d'énergie, en tout cas d'énergie, électrique, pour soumettre votre réponse à l'examen. Le sujet d'examen, il sera associé sur un un document, style Word. Alors j'ai jamais eu la technicité, exacte, mais en tout cas, il y a pas de problème de licence. Donc, ne vous précipitez pas pour acheter une licence Word, hein, par rapport à l'examen. Vous allez surtout avoir un un document qui sera sur lequel il faudra répondre. Donc, ce qui est bien, c'est comme le contexte est parfois un peu long à lire, si vous avez sur ce même document les questions, c'est bien de pouvoir se partager avec 2 écrans. Donc quelque part d'avoir un écran où vous allez rédiger vos questions, enfin rédiger vos réponses pardon et avoir les questions, et l'autre où vous avez le contexte. Ça vous permet de pouvoir jongler, facilement entre 2 écrans plutôt que, si vous êtes, à la 17e question et vous devez remonter tout en haut pour savoir de quoi il s'agit, vous allez un peu perdre du temps. Donc voilà, petite astuce, par rapport à ça. Par rapport à la technique, je crois que c'est tout. Technique et formalisme, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Euh, oui, j'en ai une petite, si je puis me permettre. Est-ce que, en clair, on est amené à être contrôlé, à être si on avait un souci technique, je m'entends, webcam qui meurt, ordi qui plante, ta connexion Internet qui plante aussi, là, du coup, on est grillé, quoi. Alors c'est arrivé vraiment très rarement, mais c'est Ouais, déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous en parle. La batterie, ça a l'air d'être anodin, donc ça peut être évité. Souci internet, ça peut-être être négocié. Enfin voilà, je peux pas, je ne suis pas à oui, la bien place des sûr. examinateurs. On va croiser les doigts pardon, pour que Oui, bien sûr, rien n'arrive la semaine prochaine. Donc ne pensez pas à mal, hein, pensez à votre examen et à ce que vous devez bien répondre. sûr. Pensez pas au pire. En clair, on peut aller aux toilettes, sans que ce soit pénalisable, aussi, hein, Exactement, au mais je te demeurant. suggérerais de garder ton ordi sur le bureau et toi aux toilettes. Bien évidemment, bien évidemment. Autre question, je me fais la réflexion, je n'ai pas eu de convocation, je suis peut-être pas le seul concerné. On nous avait parlé d'une dizaine de jours avant l'échéance.
Donc normalement, Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal. J'ai eu Karine cette Ok, semaine qui m'a dit que ce serait entre hier et aujourd'hui, donc je pense qu'elle attendait peut-être la ok, session de préparation à l'examen pour les envoyer. Donc c'est pour ça bientôt. marche. Ok, OK. me voilà rassuré. Hem, Merci. Je t'en prie. j'avais vu avec Karine parce que j'ai un peu comme, monsieur Chagnard un problème, si je travaille sur mon PC professionnel, j'arrive pas à me filmer. Donc est-ce que je peux avoir 2 PC? Mon PC perso qui me filme grosso modo et je travaille sur le pro? Je pense que c'est pas un souci en soi. Ouais, je confirme. OK, Je confirme, c'est pour ça, là, j'ai fait des va-et-vient. C'est-à-dire, ouais, ce que disait Karine, c'est d'avoir un ordi. Alors, ça tombe bien, il faut 2 écrans, enfin, c'est préférentiel. Avoir un ordi avec la caméra et l'ordi pro sur lequel on remplirait le Word. Il n'y a pas de souci. OK, Puisqu'ensuite, le document est renvoyé par mail. C'est bien ça, Joey. C'est ça. Donc, OK, l'ordi de la caméra est indépendant de celui du travail. OK. Et il y a Jonathan qui a levé la main. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu parles d'examinateur. Qui sera du coup, ce n'est pas toi qui corrige les examens? Non, malheureusement. Sinon, je pense que je vous le donnerai à tous, simplement parce que vous êtes assidus et c'est très appréciable. Mais non, c'est un examinateur indépendant et qui est associé à la partie CCE. Donc je l'ai déjà rencontré virtuellement sur la préparation de ces examens. Les cours que j'ai dispensés, c'était en totale abstraction. Alors j'ai jamais eu accès donc aux copies d'examen, enfin ni au contexte ni au reste, mais voilà, elle m'a suggéré 2-3 informations par rapport à l'expérience aussi, pour que je puisse bien vous préparer sans forcément avoir les réponses. Mais l'idée est que, en effet, elle est indépendante par rapport à ce que, enfin moi je suis indépendant par rapport à ce qu'elle a proposé comme examen et les corrections. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez vu sur la plateforme n'a pas été fait parce qu'il y avait tel ou tel examen. Donc c'est totalement impartial. Par contre, ça matche bien avec les connaissances et l'esprit du chef de projet ou de la chef de projet que vous devez ressortir dans les copies. Mais à l'inverse, le sujet a été bâti en fonction du contenu du cours. Des compétences, alors j'ai pas le terme exact, mais des compétences qui sont attendues pour l'obtention du CCE. Ouais. Mais en fait, ce qui nous rejoint, c'est vraiment la pédagogie CCE qui est attendue. Donc, je me suis calqué sur ça pour préparer tous les supports de cours et de même par rapport à l'examen, même si le lien n'est pas direct. Mais c'est ce qui nous lie, c'est ce que vous devez ressortir en tant que chef de projet par rapport à cette pédagogie attendue. Ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a... Bonjour, Oui. bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi, Joël, j'ai pas pu lever la main parce que j'ai pas le bouton. C'est pas grave, on t'entend. Ok. La question que j'allais poser, donc désolé, je suis arrivé avec 3 minutes de retard là. Donc je sais pas si tu l'as évoqué au début. Est-ce que donc on aura plusieurs questions, je suppose. Oui. Il n'y a pas de pour obtenir la certification, il faut avoir la moyenne ou quelque chose comme ça, ou en tout cas montrer qu'on a acquis les compétences. Alors, je sais pas si c'est entre 60 et 80% de bonnes réponses qui sont attendues. D'accord. Il y a un pourcentage de réponses qui est nécessaire. Je suis pas sûr que ce soit exactement la moitié. Je vais pas dire de bêtises. Je vais demander à Karine, donc après notre session, le taux exact demandé. Comme ça, vous pourrez avoir la réponse peut-être dans l'email que je vous retournerai après. Ça marche. Je me le note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore moi. Quel est, le pourcentage d'élèves parmi tes sessions qui sont admis? On réside autour des 80% là sur cette année. OK. Donc c'est plutôt bon.
C'est plutôt bon. Ok. Même si je préférais 100%. Après, voilà, il y a eu des classes assidues, d'autres moins. Je pense qu'il y a un lien fort par rapport à ça. Donc, et assidu, pas forcément venir aux classes virtuelles, hein, c'est les exercices, des questions pertinentes. Ça, je pense que ça joue aussi. Merci. Une petite question rapide, c'est par rapport au format, là, tu disais qu'ils nous fournissent un document, on remplit directement les questions dessus, enfin Oui. la rédaction, et puis après on renvoie le même truc. C'est ça. Ok. Ouais, c'est le principe, ouais. Est-ce- Exact, Cyprien. Il se passe quoi si on réussit pas? Eh ben, c'est un échec, mais de tous les échecs, on se relève. Il y a une modalité pour pouvoir repasser l'examen, pour le passer de manière moins onéreuse que pour la première inclus dans le package. Tout est sujet en effet à discussion avec le directeur de la formation, mais je crois qu'il y a un tarif qui s'applique à cela. Le but est pas de penser qu'on va le repasser, mais j'espère sincèrement que tu l'auras du premier coup. C'est surtout ça. C'est une question comme une autre, hein. En effet. Si pas d'autres questions, je vous propose d'attaquer le cœur du sujet. Par rapport aux différentes questions que vous pourriez avoir à l'examen, là, on parle vraiment de concret. Les questions peuvent être parfois un peu vagues. Un peu vagues dans le sens où on va pas attendre du calcul, on va pas attendre une somme, une division, ou de savoir combien il y a de phases dans un projet, où ce serait trop facile de répondre, il y en a 3, comme l'a dit Joy. L'idée est que derrière chacune des réponses, il n'y a pas une réponse exacte possible. C'est ce que vous devez avoir en tête. C'est comment vous allez pouvoir, répondre à cette problématique pour mener à bien ce projet. Une des premières questions que vous pourriez avoir concerne le départ du projet et la manière dont on vous demanderait comment analyser un cahier des charges, comment vous allez organiser le travail pour chaque étape du projet. Donc là, on parle de cahier des charges. Donc, cahier des charges, c'est un peu ce qu'on a vu au tout départ de la formation. Donc, c'est bien déjà de dire, vous, en tant que chef de projet, dans un cahier des charges, il y a ces informations-là, les objectifs, les contraintes, le délai. Et par rapport à tout ça, c'est ce qui va organiser votre base de travail. C'est bien de pouvoir l'exprimer ainsi. Personne qui veut rentrer. Donc, l'idée est que derrière cette question, on vous demande en fait comment vous allez organiser le travail pour chaque étape du projet. Donc la question est suffisamment claire. Pour pouvoir avancer dans le projet, vous allez vous accaparer ce cahier des charges, le décortiquer et vous approprier une certaine compréhension du projet, de manière à pouvoir le reformuler et mieux le transmettre. C'est cette partie-là, donc cahier des charges, qu'est-ce que ça contient? Vous pouvez dire tout ce qu'il contient. Si vous oubliez un élément, c'est pas bien grave. On aura au moins compris que vous savez ce que c'est un cahier des charges. Mais derrière tout ça, vous allez dire que vous allez vous approprier le projet, sa compréhension, qu'est-ce qu'on attend du projet, et le reformuler pour mieux le transmettre. Se reformuler pour mieux le transmettre, c'est quelque part de dire c'est moi le chef de projet et je veux dire aux équipiers projet comment on doit traiter ce projet. Mais pour mieux transmettre le projet, pour que les personnes qui travaillent au sein du projet puissent se l'approprier, ce qui est important de faire, c'est de pouvoir poser une problématique. La problématique du projet, c'est un peu la question que chaque personne dans le projet va devoir se poser à chaque fois qu'elle a une réalisation à faire. Donc en termes de réponse, poser une problématique du projet, c'est aussi de se dire à quoi va servir le projet. Si on parle d'un logiciel de facturation, comme on a eu le cas durant la formation, quelle est l'idée derrière le remplacement du logiciel de facturation? Est-ce que la problématique, c'est on souhaite un logiciel plus performant, plus rapide? Dans ce cas-là, chaque équipier projet doit comprendre que chaque activité, chaque livrable doit être plus performant, plus rapide que le précédent. Si on parle d'un nouveau sac à main, faut que le sac à main soit plus design, plus joli, plus dans le temps. Donc à chaque fois qu'on va travailler soit sur le design, soit sur les matières, chaque personne doit travailler sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que c'est important. Donc peu importe le projet, donc là j'ai pas de projet à proprement dit parce que j'ai pas de contexte, mais imaginons que ce soit le logiciel, je me dis que
OK, il faut que je puisse dire à chaque membre de projet, pense que quand tu fais le module, de la partie, récupération d'une facture, il faut qu'il soit, plus performant qu'avant. Ça veut dire que tu es à même de comparer comment, le processus fonctionnait avant pour dire qu'aujourd'hui il est plus rapide et de là, on va pouvoir avoir un projet à succès. Donc analyser le cahier des charges, c'est analyser tous ces éléments, analyser tout ce qu'il contient. Et organiser le travail, c'est transmettre l'information de comment le travail doit être réalisé. Et comme c'est pour chaque étape du projet, on va subdiviser avec cette problématique et avec toutes ces étapes, subdiviser le travail de manière à ce qu'il puisse être le plus logique possible et à la fin de pouvoir répondre à la problématique. Voilà un petit peu comment, si j'avais pu rédiger, c'est ce que j'aurais écrit, mais voilà comment j'aurais répondu à cette question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à celle-là? Ah, juste une question parce que effectivement c'est assez scolaire et du coup quand tu dis qu'il faut un taux de réponse de 70%, on va dire 70%, c'est soumis quand même à évaluation, interprétation de l'examinateur. Tout à fait. Donc on est vraiment comme dans une situation scolaire où voilà, c'est. Après, quelque part, quand tu proposes ta réponse, l'examinateur, il sait si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Si la réponse, c'est, comment analyser le cahier des charges et comment organiser le travail, pour, chaque étape du projet. Si c'est, ben, je lis le cahier des charges, je décortique, j'en fais un business case et dans le business case, je fais un planning et je partage à l'équipe. Scolairement, ça marche. Dans la théorie, c'est vrai. Mais dans la pratique, si, je dis pas à chaque personne, pense bien à la problématique, dont on a parlé, pense bien qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu te reposes cette même question, savoir si c'est bien, ça colle bien à ce qu'on a dit. Comment moi je vais m'approprier un cahier des charges pour le reformuler à ma manière, puisque c'est moi le chef de projet, donc c'est avec moi que les équipiers projet vont discuter et pas avec le cahier des charges, pas avec le business case, pas avec le planning, c'est plutôt avec moi. Donc le fait que ça vienne de moi en tant que chef de projet, c'est ce qui, moi, me permet d'organiser le travail et ça, c'est important. Et autre chose que j'ai pas précisé et que vous devez garder à l'esprit pour toutes vos réponses, c'est de bien et c'est toi qui me l'as fait, souligner. Je t'appelle monsieur Chagnard, mais j'ai oublié ton prénom, il faudrait que tu me le Vincent. Vincent, merci. Vincent, c'est que le scolaire est pas très attendu et pas très apprécié. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir bien se coller au contexte, du projet qui est exposé au départ. Si dans votre réponse, nullement vous parlez, soit du logiciel, soit de la maroquinerie, soit, d'autres choses, pour l'examinateur, c'est bah, en fait, il a pris un livre, il a recopié. Il ou elle a recopié. Mais c'est toujours bien de se dire: «OK, bah, je propose le cahier des charges, mais je parle des contraintes. OK, mais de quelles contraintes on parle dans notre examen?» De la récupérer, de l'insérer dans votre réponse. Ça permet de se dire: «OK, c'est un chef de projet qui a fait le lien, je vois qu'il se met dedans, je vois qu'elle a proposé une réponse par rapport à ce qui était dit». Ça, c'est important. L'examinatrice m'a totalement dit, c'est important de pouvoir mettre, des informations qui sont liées au contexte. Sans ça, on ne peut pas forcément vous projeter dans ce domaine-là. Donc c'est important de le faire, même si parfois, on n'est pas du domaine et ça peut être, délicat, mais important de le faire. Donc, tu veux dire qu'en fait, faut pas être générique, faut vraiment spécifier par rapport à la demande initiale, quoi. C'est ça, c'est un mix des 2. Ça veut dire qu'il y a forcément un peu de théorie parce que tu sais ce qu'il va y avoir dans un cahier des charges, donc faut en parler, mais c'est bien de faire le lien avec le contexte. Donc c'est sûr que la partie trop générique va vous être pénalisée. Et oubliez aussi ChatGPT et cetera parce qu'ils ont des sniffers, donc important aussi de vous approprier vos réponses, des réponses qui viennent de vous. D'autres questions par rapport à la partie cahier des charges, organisation du travail en équipe? Un autre type de question pourrait être par rapport aux différentes contraintes, aux différentes exigences qu'on peut avoir, dans le projet, dans la délimitation du périmètre du projet et aussi comment vous évalueriez, les, moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du cahier des charges? C'est des questions qui peuvent se regrouper, surtout lorsqu'on décortique la partie moyen, par rapport à ce dont on a besoin.
Donc en termes de réponse, ce qui est important de pouvoir préciser, c'est que les contraintes et les exigences sont inscrites dans le cahier des charges. Ça veut dire que je vais récupérer dans le cahier des charges ces contraintes-là. Très bien de pouvoir dire, mais voilà, j'ai vu que dans le contexte du projet, la contrainte c'était que le module facturation soit plus rapide égale, je sais pas, peut-être que c'est 10 millisecondes, 2 millisecondes par traitement. Je dis une bêtise. Mais ce que je vous dis là, c'est forcément quelque chose d'écrit, je l'invente pas. Le but est aussi, par rapport aux exigences, de pouvoir se rendre compte des différentes contraintes qui sont inscrites dans le cahier des charges. Et pour évaluer les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, le but est un moyen égale une compétence, du matériel, du temps. Donc quelque part aussi, ce qui va vous permettre d'obtenir un coût. Donc pour évaluer les différents moyens nécessaires, j'évalue les compétences qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du cahier des charges. Si les objectifs sont de développer un logiciel, bah, je vais peut-être avoir besoin d'un développeur. Et peut-être que dans le contexte du départ, il y aura la liste d'une personne qui a cette qualification-là, un développeur pour tant de temps. Il me faudra peut-être aussi un architecte, peut-être qu'il me faudra du matériel, un logiciel à acheter. Tout ça sont les moyens qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif. Et évidemment, pour atteindre ces objectifs-là, il faut pouvoir aussi subdiviser un petit peu le travail en étapes. Pouvoir subdiviser le travail en étapes permet de, à la fois, bien organiser le projet, mais aussi de pouvoir délimiter le travail pour qu'il puisse être le plus visuel possible, le plus visible possible et le plus compréhensible possible. Donc les étapes se terminent toutes par des jalons, des échéances qui sont importantes à identifier dans le projet. Et donc pour cela, et pour mettre du lien, donc j'ai les compétences, j'ai les ressources, le temps dont j'ai besoin par ressource et donc par étape. J'ai les différentes étapes, donc avec les différentes échéances, donc les bullet points, hein, les jalons qui sont dans ce planning. Et pour mettre du lien, c'est important de le dire, vous arrivez dans un projet, vous n'allez pas juste mettre des ressources dans une salle, leur donner un planning et vous en allez. Pour mettre du lien, il faut pouvoir échanger avec eux. Donc, établir un moyen d'échanger ces différentes informations par rapport au projet. L'avancement du projet, est-ce qu'on met un outil collaboratif en place où ils vont pouvoir identifier un petit peu les attentes pour chacun des livrables, mettre aussi un système de communication collaborative ou avec une certaine fréquence, donc un comité projet par exemple, pour pouvoir récupérer toutes les informations importantes sur le projet. Tous ces moyens-là vont faire en sorte à ce que vous puissiez avancer dans le projet. Et c'est comme ça qu'un chef de projet peut avancer et que l'examinateur comprendra que vous savez comment traiter ce genre de questions. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Jonathan a levé la main. Oui, merci. Sur les moyens et le coût du projet, tu dis qu'on aura un énoncé sans doute fourni où on pourra piocher des infos, mais est-ce qu'il va falloir inventer des coûts ou les coûts seront donnés Alors, soit les coûts sont donnés et on peut les partager, mais ça impliquerait à ce que tu fasses un calcul et pour moi, il n'y a aucun calcul à faire. Donc, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de calcul à faire, qu'il n'y a certainement pas de chiffres communiqués dans le contexte et que c'est simplement la démarche qui est attendue. OK. Donc, on va te demander comment tu vas faire pour y arriver, sans forcément dire qu'un vélo développeur coûte 400 € au jour, etc. Ce qui, du coup, par définition, va te forcer à dire, ben, s'il travaille tant de jours, bah, du coup, ça fait tant, et tu vas perdre du temps avec ta calculette. C'est comment tu vas faire pour y arriver. Peu importe le coût, peu importe la ressource, il faut surtout dire, mais voilà, il nous faut certainement ces ressources-là. Pour savoir combien de temps j'en ai besoin, bah, je m'assois à table avec eux. J'ai peut-être besoin d'un architecte qui va m'aider à savoir combien de temps il faut par ressource. En tout cas, il me faut un développeur, un ci, un ça. Il me faut un logiciel. Et tout ça sont peut-être les moyens dont j'ai besoin. Si rien n'est écrit, tu peux inventer des ressources si tu veux, mais au moins ça permettra de comprendre, ok, lui il n'est pas du contexte, il n'y a rien d'écrit, mais il sait qu'il faut à peu près ça, à peu près ça, à peu près ça. Il saura s'en sortir. C'est ce qu'on veut savoir. OK, merci.
Bonjour, j'ai une petite question. Quand on fait les démarches pour résoudre un problème, donc dans le sujet, est-ce qu'on doit chercher le moyen le plus efficace? Donc, par exemple, est-ce que je vais couper les étapes en sous-étapes pour qu'elles être exécutées en parallèle? Comme ça, c'est plus efficace, on arrive le but du projet, le but de solution plus vite, plus efficace. Est-ce que l'efficacité, c'est quelque chose que l'examinateur peut Évaluer? évaluer, ouais. Alors, dans une certaine mesure, oui. Le but est de pouvoir réaliser des choses efficacement. Le chef de projet n'a pas vocation à perdre du temps. Si par exemple, réponse toute bête que j'aurais pu proposer et qui du coup va à côté de la plaque, si dans les moyens je dis le chef de projet fait tout, je grossis le trait, quelque part c'est pas efficace du tout. Le chef de projet, c'est pas son rôle. Ça veut dire que on aura compris que tu n'as pas compris quel est le rôle du chef de projet. Quand le chef de projet organise et liste les ressources nécessaires avec le temps associé, les répartit dans les différentes étapes qui sont inscrites dans un planning, là c'est efficace. On sait qu'il va déléguer, qu'il va associer des tâches à certaines personnes, à une ou plusieurs personnes, et là en effet c'est un processus qui est efficace puisque le chef de projet fait son rôle, les autres personnes jouent leur rôle aussi. On n'attend pas forcément une réponse sur l'efficacité, mais en effet sur une bonne compréhension de chacun des rôles pour ne pas perdre de temps, en tout cas perdre de temps le moins possible. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Un autre type de question pourrait être comment planifier et peut-être aussi structurer les différentes réunions de travail, notamment pour bien suivre le projet, ou aussi comment vous pourrez avancer pour résoudre des problèmes ou quel processus on peut avoir pour la prise de décision. Et derrière tout ça, quels sont les objectifs de chacune des réunions et savoir quels sont les outils de communication à mettre en place. Un peu beaucoup de questions, mais c'est le genre de questions qui peut ressortir en une et qu'il faut pouvoir répondre. Notamment par rapport à la planification et la structuration des réunions pour le projet. Ce qui est important de savoir, c'est que là, on parle de réunionnite, malheureusement, mais surtout de comment on va faire en sorte à ce que les gens puissent communiquer, mais surtout le chef de projet récupérer de l'information par rapport au projet. Et donc pour ça, c'est sûr que le comité projet est le terrain efficace. C'est le terrain efficace puisque le fait d'organiser et de planifier des comités projets, vous pouvez préciser quelle fréquence, donc à hauteur hebdomadaire, donc chaque semaine. L'idée est de pouvoir proposer un comité projet de manière à ce que les personnes qui sont impliquées dans le projet puissent vous partager leur avancement sur les tâches qu'elles ont à réaliser. Ça, c'est important. Pour les planifier, pas plus simple que pouvoir les programmer dans le calendrier de chacune des personnes attendues. Ça a l'air tout bête ce que je vous dis, mais c'est évidemment ce que vous allez réaliser sur le terrain directement. Et ce qui est important de pouvoir faire, c'est qu'en plus des comités projets, il peut y avoir des réunions individuelles ou collectives qui viennent compléter un petit peu tout ça. Pour ces réunions, donc toujours pour faire le lien, c'est toujours bien de se dire que pour chacune des réunions, il faut poser un objectif. Une réunion, c'est un terrain d'échange pour lequel des personnes sont invitées à partager des informations, mais ce qui est important de se dire, c'est que pour chaque réunion, vous avez un objectif précis. On ne fait pas une réunion de manière large. Si le but de la réunion, c'est de suivre l'avancée des travaux, cette réunion-là, elle est pour suivre l'avancée des travaux. Donc c'est important de pouvoir le préciser dès le départ. Chaque réunion que vous aurez dans le projet, ce que vous pouvez dire à l'examinateur, doit avoir un objectif et doit avoir un sens. Pour la partie résolution de problèmes, donc c'est vrai que moi je vous ai exposé sur la plateforme,
des deux solutions possibles pour résoudre les problèmes. Là, on ne vous attend pas sur les méthodes, sur le type de méthodologie que vous allez employer pour résoudre les problèmes. On vous attend surtout sur comment de manière générale, vous allez faire en sorte à ce que les équipes puissent résoudre un problème. Mais que vous travaillez avec Ishikawa, les 5 pourquoi ou autres, parce qu'il en existe plein d'autres, le but est que dès le départ du projet, chaque équipier projet ait connaissance de ce qui va être utilisé comme méthodologie. Vous pouvez dire, moi je vais utiliser Ishikawa dans ce projet, mais ça ne va pas suffire. Ce qui va être important, c'est je vais utiliser Ishikawa, et pour cela, avant que le projet démarre ou au démarrage du projet, je vais inviter chaque équipier projet à l'appropriation de cette méthodologie de résolution de problèmes. Le but derrière tout ça, c'est qu'il soit préparé, et là je vais répondre à la question qui a été posée précédemment, ça va être efficace puisque le but est de pouvoir les préparer afin que lorsqu'un problème survient, si ça intervient à un moment où vous n'êtes pas disponible, au moins ces équipiers projets pourront travailler sur ce problème sans forcément votre implication, ou en tout cas ils seront déjà préparés. Ça veut dire que lorsqu'il y aura un problème qui va intervenir, on ne va pas s'attarder sur comment on travaille sur la méthode Ishikawa, on va plutôt s'attarder sur comment on résout le problème. Puisque la méthode Ishikawa aura déjà été partagée, tout le monde aura déjà connaissance de ce sujet-là, enfin de la méthodologie, et ça va permettre de gagner du temps. Donc, comment résoudre les problèmes? Oui, la méthode, elle existe, mais c'est important de dire, elle existe et elle est partagée avant, au démarrage du projet, pour que chaque équipier projet puisse se l'approprier et être prêt lorsque le problème surviendra. Voilà comment il faudrait pour répondre à ces questions. Pareil par rapport à la prise de décision, qui faisait aussi partie de la question que je vous exposais. Comment prendre des décisions dans le projet? La prise de décision, là, vous avez expliqué peut-être un processus. Alors, je ne sais pas si une liste de personnes seront inscrites dans le contexte du projet, mais vous pouvez déjà préciser que pour une prise de décision, je propose qu'une décision soit normalement normalement impliquée par rapport à un changement de contexte du projet, un changement de planning ou un changement de coût. Ça permet déjà de contextualiser la prise de décision. Et pour cette prise de décision-là, je propose qu'on réalise durant un comité de pilotage ou une session d'autorité de changement le partage du contexte qui change, du planning qui change ou du budget qui change, qui est soumis donc à l'autorité de changement pour validation. Ça, il s'agit d'un processus. Je n'ai pas parlé d'un problème à proprement parler pour lequel j'attends une décision. J'explique juste la démarche, un peu comme tout à l'heure la question de Jonathan, j'explique la démarche. Donc il n'y a pas forcément un problème qui va vous être exposé, ni une décision qui va vous demander d'être prise, mais surtout on va vous demander comment vous allez faire pour y arriver. Et simplement parce que je viens de vous dire, on a compris que c'est une démarche de chef de projet, même si derrière il n'y a pas de concret parce que j'ai pas mis Paul derrière ça, j'ai pas mis Jacques derrière ça, mais on a compris la démarche que vous allez entreprendre. Et c'est ce qui est important. Tu as une question, Jonathan? Oui, sur la question de la méthodologie, on a parcouru les différentes méthodologies de gestion de projet, Scrum, Kanban, Waterfall et les autres. Alors on les a vus un peu rapidement. Est-ce qu'il va falloir qu'on en utilise une et que dans la manière dont on présente les choses, on fasse vraiment le parallèle avec cette méthode ou on n'en est pas encore là? Non, il faut en revenir à ce pourquoi vous êtes là et la thématique de cette formation, c'est les fondamentaux en gestion de projet. Ok. Mais il est clair qu'il n'est pas nécessaire de partager quelle méthodologie vous allez utiliser pour ce projet-là, qui est contextualisé, dans l'examen. Donc non, en effet, c'est pas attendu que vous partagiez, le type de méthodologie utilisée pour, le projet en question. Ok, merci. Je t'en prie. Toujours par rapport à la réponse, attendue, donc on parlait des processus de décision, ça c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir partager aussi donc toute information importante dans une contextualisation de communication, de manière à ce qu'on puisse avoir soit dans un outil collaboratif, soit, par un moyen de communication autre, toutes les informations qui concernent le projet. Donc voilà un petit peu, je faisais juste pour faire la boucle avec toute la question, comment on peut y répondre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, pour le moment?
Autre type de question, ça pourrait être, comment vous formalisez le système d'information et le suivi du projet pour, chaque membre de l'équipe? Quelles sont les informations, pardon, qui sont nécessaires et quels, outils ou quels documents, peuvent servir pour le suivi et la transmission d'informations? Là, on parle clairement de communication et donc la communication, je le propose avec 2 outils majeurs qui sont le plan de communication et la matrice. Vous pouvez simplement dire à quoi elles servent. Rien, il n'y a pas de par cœur, il y a pas de gros mots, il n'y a pas de mots interdits. Le plan de communication, c'est simple, il s'agit du plan. Donc on suit le planning du projet, on suit les étapes du projet et dans ce plan de communication qui est sous forme d'un tableau, on inscrit les différents jalons et les communications qui sont associées à ces jalons. Rien de plus, rien de moins. Je ne vous ai pas parlé dans une autre langue que celle que vous entendez. Pour la matrice de communication, elle n'est pas systématique, mais la matrice permet de recenser toutes les personnes qui doivent recevoir une communication dans le projet. Fin de l'histoire. Je ne vais pas détailler plus. Plan de communication, le plan, la matrice, les personnes. Ce qui est important de savoir par rapport à tout ça, c'est que ça vous permet aussi d'y associer par rapport à vos communications, heu, toutes les, toutes les communications régulières comme, les réunions de suivi projet. Donc ça fait partie du formalisme. Les réunions de suivi projet comme le comité projet, pour lequel, on va récupérer les informations du projet et vous, en tant que chef de projet, échanger sur le suivi du projet. Pour un comité projet, vous allez aussi indiquer quel est le rôle de chacun, à quoi, on s'attend pour chacune des personnes. Aussi, par rapport au comité de pilotage, à quoi il sert? Là aussi, il s'agit d'un système d'information, mais plutôt à haut niveau avec la direction. Et ensuite, dans la question aussi, on parlait d'outils, quels sont les outils possibles ou les documents qui peuvent servir pour, la transmission d'informations? Et donc vous pouvez tout à fait dire: «Ben, j'utilise, un tableur dans lequel, personnalisé par rapport au contexte du projet et c'est ce qui me permet moi, d'organiser le travail du projet pour, l'équipe» ou bien j'utilise un outil collaboratif en ligne, avec toutes les tâches, tous les lots de travaux qui sont indiqués. À l'intérieur, on a en effet tout le détail de ce qui est attendu pour les livrables, les critères de qualité, les critères d'acceptation, aussi les incidents qui sont associés, soit par rapport aux livrables, soit de manière générale. L'outil collaboratif permet d'avoir un suivi de projet complet. Voilà, c'est un type d'outil qu'on peut avoir. Pour les types de réunions, alors c'est vrai qu'on a parlé de comité de projet, comité de pilotage, on a parlé de réunions individuelles. Je fais aussi un petit saut par rapport au fait que c'est pas, interdit, de répondre des informations qui sont possibles pour une question, précédente dans la question que vous avez. Ça veut dire que juste avant, on a parlé de la planification des réunions de travail. Là, on parle de comment formaliser le système d'information. Dans les 2 cas, on va forcément parler des réunions, régulières, donc des réunions fréquentes. Donc ne vous empêchez pas parce que ça répond bien à la question 3 et à la question 4, de vous empêcher de le dire: «Ah ben, je le dis à la question 4, mais je viens de le dire avant». C'est pas grave. Tant que ça répond à la question, c'est important de pouvoir le préciser. Chaque question est indépendante. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise information parce que vous le répétez. Si ça correspond bien à ce que vous pouvez répondre, vous ne vous affranchissez pas de le faire. Petit aparté. Excuse-moi, Oui. je te coupe, mais j'ai, comment elle s'appelle, Clémence, sur la partie chat dans Rework, qui n'arrive pas à se connecter. Et elle demande si tu auras le temps de corriger avant l'examen. Oui, c'est bien prévu. Voilà, donc je lui dis de suite. Ça marche. Merci. Tac, tac. Donc, l'idée de pouvoir, donc par rapport à voilà, vous infranchissez pas de répondre, si ça répond à votre question, précédente, s'il y a des éléments qui peuvent répondre à la question, actuelle, c'est pas un souci. En termes de documents qui peuvent compléter soit l'outil de gestion de projet, soit votre tableur parce que vous avez tout mis dedans, il peut y avoir des fiches spécifiques par rapport aux différentes tâches à réaliser. Un planning. Un planning, c'est un document aussi, un document important pour à la fois le suivi du projet et la communication. Un planning avec les différentes échéances, les différents jalons, la liste des échéances et les différents livrables à partager et à communiquer. Tout ça est inscrit
peut être inscrit soit dans le plan de communication, soit dans la matrice, mais aussi d'autres documents qui viennent en dehors. Tout ça vous permettrait de répondre à la question et on pourrait aussi comprendre que vous êtes bien inscrit dans le projet. Sans faire abstraction, donc là en effet je parle de manière vague parce que je ne m'associe pas à un projet en particulier, mais dans le plan de communication, si on vous parle, si en effet vous devez parler du plan de communication, n'hésitez pas à dire, ben, dans le plan de communication, j'aurai cette échéance-là qui est la réalisation du module de facturation. J'aurai notamment aussi l'échéance qui est liée à la livraison aux utilisateurs. Si c'est inscrit dans le contexte, justement, c'est le moment opportun de dire, mais voilà, dans le plan de communication, je récupère ce qu'il y a dans le contexte et je le mets aussi dans ma réponse. Ça permet à l'examinateur de faire le lien avec tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce type de questions et de réponses attendues? Sinon, dernier type de question que j'aimerais partager avec vous, ce serait comment on peut mener une revue avec le commanditaire pour analyser un petit peu ce qui a contribué favorablement ou défavorablement dans le projet, de manière à obtenir certains livrables, mais surtout comment capitaliser sur l'expérience acquise pour en tirer le meilleur parti. Là, clairement, on parle de clôture de projet. Dans la partie clôture, la revue avec le commanditaire, elle est importante pour 2 raisons. La première, elle est que vous, en tant que chef de projet, vous allez faire un petit peu votre rendu du projet et dire: «Beh, voilà, commanditaire, voilà ce que je souhaite partager en fin de projet. Voilà les éléments que je trouve importants» et lui, à son tour, donc deuxième fait, va vous dire: «Mais voilà, ça, peut-être par rapport à la stratégie d'entreprise, c'est peut-être des éléments qui sont peut-être pas importants. Par contre, insiste plus sur cette partie-là». Par expérience, c'est toujours bien d'avoir avec le commanditaire, vous avez cette relation privilégiée. Il faut pouvoir l'entretenir et aussi s'accorder. À vous 2, vous faites 1 par rapport à la gestion du projet en termes de management, donc c'est important de pouvoir avoir ce lien et de pouvoir s'assurer que vous êtes alignés sur ce que vous allez partager. Et en effet, pour analyser les éléments qui ont permis au projet de bien avancer, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des faits et des réponses. La partie clôture, hein, vous vous rappelez, ça fait le lien avec l'initiation. Le but est de savoir comment est-ce qu'on a répondu à la problématique de départ? Est-ce qu'on a livré ce qui était attendu? Sinon, quels livrables n'ont pas été livrés et pourquoi? Quels faits importants sont arrivés et comment on a pu y répondre? Et tout ça vous permet d'analyser un petit peu comment on arrive à la fin du projet. Ce qui est important aussi en termes d'analyse, c'est pouvoir avoir cette réunion de bilan. Donc la réunion de bilan, elle se fait en prémisse avec le commanditaire, mais une réunion de bilan de manière partagée comme un événement final. Ça, c'est important. Et le retour utilisateur, le retour aussi des personnes qui sont dans le projet, un petit peu un questionnaire que vous pouvez adresser et qui va vous permettre aussi d'en tirer une certaine analyse. Votre analyse personnelle et celle du commanditaire, c'est vrai qu'elle compte, mais c'est toujours bien aussi de se dire que vous allez préparer un questionnaire de satisfaction avec des questions pertinentes qui permettent de répondre aux différentes problématiques du projet. Ça concerne les personnes qui sont externes au projet, mais aussi celles qui sont à l'intérieur du projet. Et ça vous permet, avec toutes les réponses, d'en tirer une analyse certaine. Soit ça va confirmer ce que vous pensez, soit ça va peut-être ajouter des nouvelles choses que vous n'avez peut-être pas vues. Et ça, c'est important de pouvoir avoir ce questionnaire de manière alors anonyme, on va dire, mais aussi de manière factuelle, avoir des éléments qui sont importants à pouvoir traiter. En plus de ça, pour avoir une analyse complète, c'est bien d'avoir aussi des entretiens individuels et collectifs et de pouvoir aussi analyser l'écart des réponses entre les deux. Il est tout à fait possible d'avoir un entretien collectif où certaines personnes vont s'exprimer, d'autres vont s'effacer, et un entretien individuel dans lequel des personnes vont soit confirmer, soit infirmer des choses qui ont été dites pour ne pas frustrer, même pour d'autres raisons. Le but est après dans un document de clôture, vous n'allez pas forcément mettre de nom, c'est un peu trop fliqué, mais insister sur peut-être une manière de faire qui aurait pu être évitée et quelque part c'est important de pouvoir le préciser.
Et ces écarts de réponse doivent vous permettre de tirer une analyse aussi, de se dire: «Ah, il y a peut-être, eu une personne prédominante que j'ai pas vue, et c'est peut-être pour ça que certaines choses se sont passées dans le projet». Et pour la partie capitalisation, c'est important alors au fil du projet, d'identifier les bonnes pratiques. Alors on a eu peut-être, 1 incident, 2 incidents, on est arrivé à un problème, on a géré un problème et quelque part, quand on arrive à ce problème et qu'on trouve la solution, on se dit: «Ah, si on avait su». Donc là aussi, ça peut être un moyen d'identifier ce qui aurait pu être évité et quelque part de pouvoir identifier comment, on peut avancer dans un projet. Oubliez pas que la partie document de clôture, le but principal, c'est de servir à un autre projet, qui peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qui sera similaire au vôtre, peut-être pour le remplacement du logiciel de facturation à nouveau. Mais du coup, on va se servir un petit peu des éléments que vous, en tant que chef de projet, vous avez partagés à ce moment-là. Vincent, tu as une question? Oui, alors tout ce que tu viens d'expliquer, tout est logique, cohérent. Mais le point initial, c'est mener une revue avec le commanditaire et les plus et les moins. Ça, c'est la question. Oui. Donc, en fait, il faut interpréter cette question sur comment clôturer un projet. En réalité, d'où effectivement ce que tu disais au début, les questions qui peuvent être un petit peu floues, qui méritent d'être interprétées. On n'a pas forcément une question où comment gérer la clôture d'un projet. Oui, exact. Ça peut être camouflé sous. D'accord. C'est exactement, c'est pour ça, c'est à ça que cette préparation à l'examen sert, c'est que je sais que vous allez arriver sur des questions qui vous paraissent, voilà, parfois il y a une seule question, parfois il y a 3 questions dans le même groupe, et c'est pour ça que je les ai un peu regroupées pour que vous puissiez être aussi dans ce contexte-là. Et quelque part, c'est pour ça qu'à chaque fois que je pose les différentes questions, la précédente c'était communication, vous savez qu'on parle de communication, celle-ci c'est clôture, on parle de clôture. C'est ça. En fait, il faut trouver dans la question la thématique à aborder. Okay. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est mal perçu dans ce contexte-là? Donc, si on a une question qui en intègre plusieurs, comme dans les 2 exemples précédents, finalement, je vais dire, moi, mon approche, c'est justement de les segmenter, enfin, de les clusteriser pour les traiter les unes après les autres. Ou en tout cas, d'évoquer cette séparation, notamment si on prend l'exemple précédent, plan de communication, matrice de communication, et ainsi de suite. Ou pas du tout. Oui, c'est justement l'intérêt de noyer, enfin, pas de noyer, mais de globaliser, voilà. Vous m'avez compris, Joy. Oui. Me vous Je vois pas, pense. ça me vieillit. Mais oui, Pardon. C'est sorti, ouais. Le but n'est pas de vous piéger. Les questions, c'est vrai qu'elles sont un peu floues, mais elles sont pertinentes en même temps. C'est vrai que ce serait simpliste et ça vous amènerait à parler plus scolaire, de vous dire comment traiter la clôture d'un projet. Ou comment traiter la clôture de ce projet. Et là, vous allez dire, OK, la clôture du projet, c'est faire un document, c'est faire une réunion de bilan, c'est envoyer un questionnaire. Donc là, on pointe comment on pourrait mener la revue avec le commanditaire. Là, tout de suite. Alors, j'invite le commanditaire dans son calendrier. Enfin, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais avant que la clôture du projet arrive, avant qu'on arrive en phase de clôture, une invitation commanditaire est envoyée de manière à pouvoir revoir les différents éléments à analyser. En avance de phase, j'aurais envoyé les différents questionnaires de satisfaction aux personnes du projet, aux personnes qui sont externes au projet. J'aurais proposé des entretiens individuels, plus spécifiquement avec le développeur et l'architecte. Voilà, ça fait le lien tout de suite avec le contexte. Plus précisément avec l'ingénieur et l'architecte, puisque ce sont les personnes maîtresses au projet, et peut-être des entretiens plus collectifs en incluant toujours l'ingénieur et l'architecte pour analyser ensuite les écarts. J'analyse un petit peu tous les retours qui me viennent, et je compile toutes les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le projet. Tout ça me permet d'avoir un document de clôture complet qui sera prêt pour l'analyse avec le commanditaire qui s'appelle Jean-Jacques. Voilà, enfin, la réponse, là, je l'ai synthétisée. Bien sûr, je pourrais étoffer davantage, mais pour cette première question, c'est ce que je pourrais répondre, par exemple. Ouais, bien. OK. Ok, merci. Pardon.
Oui, Adeline. Combien de temps après on aura le résultat, en fait? Alors, c'est entre 2 et 3 mois. Donc normalement, c'est 3 Ok. mois, mais je sais qu'en règle générale, autour de 2 mois, on peut avoir les réponses aux différents examens. Ok. Juste, je reviens sur le. Donc, on a X questions. Est-ce que ces X questions réfèrent à un projet initial commun? C'est-à-dire, en introduction à ces X questions, voilà, on a un projet de logiciel de facturation et l'ensemble des 6 questions découlent de ce projet. Ou au contraire, ça peut être, le projet peut varier en fonction des questions. Non, non, il y a bien un seul contexte qui est exposé pour toutes les questions qui Ok. suivent. Donc, c'est ce contexte-là qui doit être pris en compte dans vos réponses. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Ah ben moi, je croise les doigts que ce soit pas un sujet complètement, j'allais dire, hors spec de ce qu'on maîtrise. Voilà. Je le souhaite aussi. Après, les examens sont déjà tous rédigés. Donc, je vous conseille juste de bien garder la tête froide, de Mm. penser comme une chef de projet, comme un chef de projet sur le terrain, de penser que c'est votre projet qu'on vous a confié et de pouvoir toujours faire le lien avec ce qui est dans le contexte en appliquant le plus de méthodes possibles. Vaut mieux avoir, et c'est vrai pour cet examen, vaut mieux avoir plus de détails, peut-être un peu trop, quitte à ce que, en fait, dans ce que vous avez répondu, il n'y a que 80% qui correspond, mais au moins il y a 80% qui correspond, plutôt que d'en dire pas assez. Et dans ce cas-là, l'examinateur est un peu en reste et il se dit ah, il manque des choses. Donc, c'est important d'apporter du détail. On arrive au bout de notre heure de préparation à l'examen. L'enregistrement, je vais vous le faire parvenir. Si c'est pas par Padlet, en tout cas sur Padlet, pour ceux qui ont la session Padlet depuis quelques mois, ce sera possible. Sinon, j'enverrai aussi le lien par mail. Comme ça, vous l'aurez à disposition. Et n'hésitez pas à me solliciter, à me contacter si vous avez une question par rapport à cette préparation à l'examen. En tout cas, je vous souhaite bien d'y arriver, de bien vous préparer. Et peut-être qu'on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci Bonne John. journée à Merci tous. beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.